Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai travaillé. Dans toute l'Europe, à 4 heures du matin, on a défoncé des portes. Dans 8 pays européens, la police a mené aujourd'hui une opération contre l'organisation mafieuse calabraise 'Ndrangheta. C'est l'une des opérations anti-mafia les plus importantes jamais réalisées. L'opération Eureka a fait tomber un réseau international de narcotrafic. Ils transportaient de la cocaïne comme le Père Noël transporte ses paquets cadeaux. Les quantités de drogue se comptaient en tonnes. C'est le père de mes enfants et il ne m'avait jamais rien dit. J'avais un assassin en face de moi. Les lois allemandes facilitent la tâche des mafieux. Les bénéfices de la 'Ndrangheta dépasseraient 50 milliards d'euros par an. Saisie record de cocaïne en Allemagne. Plus de 35 tonnes étaient dissimulées dans des conteneurs maritimes. Les tueurs ont frappé en pleine nuit, près de la gare de Duisbourg, abattant leurs 6 victimes de plus de 100 coups de feu. La police allemande concentre son enquête sur ce glacier. Drogue, armes, blanchiment d'argent. L'Allemagne est accro à la coke. C'est la drogue branchée des villes qui ne dorment jamais. S'en procurer est devenu facile. Et la demande ne cesse de grandir. Ce n'était pas la première fois qu'on repérait une voiture de ce genre. On ne savait pas vraiment ce qui se passait, mais on savait que cette voiture avait un rôle clé. Dans ce genre d'enquête, on ne veut pas seulement savoir où se trouve la voiture, mais aussi qui la conduit, qui est son propriétaire et qui était son propriétaire précédent. Quand des malfaiteurs sont convaincus de ne pas être surveillés, ils se parlent librement, sans se méfier, comme des collègues de bureau. Pour nous, c'est souvent très instructif. À un moment, elles ont parlé de leur chef. Tiens, l'autre jour, il m'a appelé pour me dire que j'avais fait du bon boulot. Ou bien, tiens, il a privilégié une autre nana, alors que moi ou d'autres, on travaille beaucoup mieux qu'elle. On connaît très bien le mode opératoire de la contrebande. Toutes les personnes impliquées savaient ce qu'elles faisaient. Quand vous transportez de l'argent depuis la Calabre vers le nord et qu'il manque 6 000 €, vous avez un problème. Et donc les coursiers et les coursières savaient parfaitement ce qu'il fallait faire et comment le faire. Ils étaient briefés. Ils savaient très exactement comment cette pièce de théâtre devait se dérouler. Pour leur chef, c'était la garantie qu'il n'y aurait pas d'accroc. Et puis on a découvert que cette personne dirigeait une SARL et que cette société s'appelait le Paradis de la Pêche. J'ai participé à plusieurs phases de l'enquête sur la société Le Paradis de la Pêche. Mon équipe et moi avions mis en place des écoutes téléphoniques et la surveillance de personnes suspectes. Que cachait cette société? Elle se trouvait dans une forêt, avec 5 étangs, régulièrement approvisionnés en poissons. Les gens venaient y pêcher pendant 2, 3, 4 heures, parfois même de nuit. Le Paradis de la Pêche proposait à ses clients une expérience de pêche en pleine nature. Nous avons pu établir que le chef du Paradis de la Pêche, l'accusé principal lors du procès, organisait les transports et recrutait les coursiers qui effectuaient les trajets, et que c'était donc lui qui tirait les ficelles. Toutes les personnes qui travaillaient en tant que coursiers pour le chef de cette société étaient également employées au Paradis de la Pêche. Ils faisaient de la vente de poissons, de la gestion, ils donnaient des coups de main. Ils travaillaient tous là. Ils étaient dépendants de leur chef. L'avantage, c'est qu'ils avaient tous intérêt à garder le secret, à ne pas se faire piéger, mais aussi qu'ils étaient disponibles à tout moment. J'ai regardé les profils Facebook de tout ce petit monde.
Et j'ai rarement vu une société et une galerie d'employés plus anonymes que ça. En journée, on vous sert des sandwichs à l'anguille fumée et le soir, on transporte des dizaines de kilos de drogue pour la Ndrangheta. En termes de grand écart, c'est dur de faire mieux. Personne n'aurait imaginé que quelqu'un d'aussi banal œuvrait dans le trafic international de stupéfiants. C'est incroyable de voir à quel point cet homme a réussi pendant des décennies à passer sous les radars des autorités. La Ndrangheta est une organisation secrète. Elle agit de manière invisible. De mon temps, même entre Ndranghétistes, on ne prononçait jamais le nom de Ndrangheta. Je menais une vie tranquille. Je ne me faisais pas remarquer. Je travaillais, j'avais une agence qui organisait des événements et qui fournissait un service d'ordre, et je vivais dans ce monde-là. Personne ne savait que j'effectuais aussi des missions spéciales, comme des assassinats ou des braquages. Pourtant, je ne cessais pas de penser à Paola. Je me demandais comment elle allait. En 1999, quand je l'ai retrouvée, je sortais d'une période très difficile. Elle travaillait en tant qu'orfèvre dans une bijouterie. À cette époque, je travaillais sur plusieurs événements pour mon agence. Et parallèlement, je faisais des braquages. Un soir, en rentrant du travail, je suis retombée sur Luigi. Il était dans sa voiture. À partir de là, il a commencé à me guetter, pour ainsi dire. Au début, je l'évitais. Je n'avais pas envie de m'arrêter ni de lui parler. Mais il était toujours là, dans sa voiture, devant ma maison, pile à l'heure où je rentrais chez moi. Et un soir, je me suis arrêtée. Il m'a proposé de discuter un peu en ami, et puis il m'a dit « On pourrait peut-être se revoir un de ces soirs, aller danser ?» Et puis très vite, on a compris qu'on était faits l'un pour l'autre. Comme deux moitiés de la même pomme qui venaient de se retrouver pour la troisième fois. C'était le destin, comme il disait. En général, je raconte l'histoire de la manière suivante. Un jour, je suis entré dans une bijouterie avec l'intention de la braquer. Et j'ai subtilisé le plus beau diamant de cette bijouterie, c'est-à-dire ma femme. Ensuite, on a passé quelques nuits ensemble, parce que j'avais plusieurs appartements. Je n'y habitais pas réellement. Il me servait de temps en temps pour me cacher, quand j'avais besoin de disparaître parce que quelqu'un me cherchait. Nous y avons passé des journées et des nuits extraordinaires ensemble. La journée de mon mariage a été merveilleuse. En 2001, j'avais 30 ans. J'étais un jeune chef. Je n'étais pas encore le chef de la famille, mais j'étais le premier commandant de la partie militaire. J'avais du pouvoir. Mon père n'était pas tout à fait d'accord avec cette relation. J'ai essayé de le rassurer, de lui expliquer que Luigi était certes né dans cette famille, mais qu'il n'était pas mêlé à leurs affaires. Tout ce que Luigi me disait, je le disais à mes parents. C'était une situation compliquée. Comment j'aurais pu lui expliquer ? Elle savait que je venais d'une famille un peu particulière, mais elle ne savait pas tout de moi. Je n'ai jamais rien su de son implication dans les affaires de sa famille. J'ai toujours cru tout ce qu'il me disait.
Il était doué pour ne rien laisser paraître. Il n'y avait aucun signe, aucun indice. Je ne pouvais pas comprendre. Il n'y avait rien. Au mariage, il y avait 230, 240 personnes, le cercle rapproché. Moi, je n'avais pas invité beaucoup de gens. Il y avait énormément de monde. Beaucoup de gens que je ne connaissais pas. En fait, je ne connaissais que les membres de la famille de Luigi. Et dans ma propre famille, nous sommes très peu nombreux. Mais tous les autres, je ne les connaissais pas. Et peu à peu, au cours des années, j'ai appris par Luigi qui étaient tous ces gens. Ils étaient tous des membres des familles de la 'Ndrangheta. Le chef de cette organisation criminelle était à l'exact opposé de l'image qu'on se fait habituellement d'un truand, de par son allure générale, son apparence, sa manière de s'habiller. Il avait un mode de vie qui lui permettait de passer sous le radar des autorités, de sorte qu'il a constamment été sous-estimé. Il vivait dans une maison plurifamiliale avec plusieurs membres de la famille et son épouse. Il menait une vie sans histoire. Sa femme ne travaillait pas, elle s'occupait de ses chevaux et de ses proches. Il avait une allure de Père Noël. Un gros ventre rond, entre-temps il a maigri, de longs cheveux gris et une barbe. Le genre de type que vous auriez pu rencontrer au marché de Noël, à un stand où il vous aurait vendu des sandwichs à l'anguille fumée. Ou que vous auriez pu appeler pour lui commander un buffet de poisson pour une fête d'anniversaire. Pour tous ses voisins, il menait une vie rangée et tranquille. Ses clients se sont même cotisés et lui ont offert de l'argent. Au moment des tempêtes qu'il y a eu chaque automne entre 2020 et 2023, il y avait eu énormément de dégâts pour sa société. Les étangs de pêche avaient débordé et n'étaient plus utilisables. Ses clients lui ont donné de l'argent. Il se disait, c'est une entreprise familiale, dans un cadre sympa, en pleine forêt. Il faut qu'elle puisse continuer. S'ils avaient su que ce type gagnait des millions, ils n'y seraient jamais retournés. Donc on a compris qu'il fallait qu'on s'intéresse à ce monsieur. On a punaisé sa photo sur notre mur et on s'est dit, toi, tu vas nous occuper pendant un bon moment. On s'est demandé comment il était entré en contact avec la 'Ndrangheta. Parce que vous pensez bien que la 'Ndrangheta ne confie pas ses transports de cocaïne aux premiers venus. Donc soit il leur avait été recommandé, soit ils le connaissaient de quelque part. On s'est aperçu que cet homme dirigeait une société de recouvrement et qu'il collectait les cotisations des membres du Parti des Républicains en Rhénanie-Palatinat. On a aussi découvert qu'il possédait des biens immobiliers dans lesquels il investissait une partie de l'argent de son trafic. Là, on est dans une toute autre dimension. Les sommes ne sont plus du tout les mêmes. Il y a une différence entre vendre des sandwichs à l'anguille et se lancer dans l'immobilier. Il avait également un restaurant italien. Ça aussi, c'est très caractéristique. Pour la 'Ndrangheta, le fait d'avoir des restaurants en Allemagne est très important pour le blanchiment d'argent, c'est-à-dire pour le recyclage des bénéfices illégaux du narcotrafic. En Italie, un membre de la mafia doit expliquer d'où provient l'argent avec lequel il achète un bien immobilier. En Allemagne, c'est l'inverse. C'est à nous d'établir que des criminels ou des suspects ont acheté un bien avec des bénéfices illégaux.
Je me souviens qu'au moment de la chute du mur de Berlin, la Ndrangheta a quasiment intimé l'ordre à ses chefs locaux, ici en Allemagne, de profiter des circonstances, d'aller dans les nouveaux Länder de l'Est pour s'y implanter, pour ouvrir des restaurants et développer des trafics de drogue et autres activités criminelles. Elle sentait bien qu'il y avait des bénéfices à faire. La chute du mur de Berlin n'intéressait pas la Ndrangheta, sinon d'un point de vue économique et pour faire des affaires. Après 1989, elle s'est focalisée sur les opportunités d'investissement à l'est et au nord-est de l'Europe. Le partage de l'ex-Allemagne communiste a eu lieu au printemps 1991 dans un hôtel de l'ancienne Berlin-Est. À cet effet, les familles mafieuses avaient loué 2 étages entiers, comme le faisaient les chefs mafieux de Chicago dans les années 1930. Ce soir-là, les familles divisèrent le territoire de l'ex-RDA en zones d'influence et de pouvoir. Il y a toujours cette idée selon laquelle les organisations mafieuses ont l'habitude de se partager des territoires. Et de fait, la volonté de contrôler un territoire est une particularité inhérente aux organisations mafieuses en Italie. Nous avons découvert une carte de l'Allemagne sur laquelle les nouveaux Länder avaient chacun une couleur différente. Et dans ces nouveaux Länder, plusieurs villes avaient été entourées avec un crayon de couleur. Dans un premier temps, nous ne savions pas quoi faire de cette carte. Nous n'avions connaissance d'aucun délit, aucune indication, rien. Avec le recul, nous savons que nous aurions dû étudier ça de beaucoup plus près pour avancer sur ces questions de contrôle territorial. Mes hommes ont pu écouter et enregistrer une conversation lors d'un appel passé depuis l'Italie entre un membre de la Camorra et un acolyte vivant à Berlin-Ouest. Il disait « La frontière est tombée. Va à Berlin-Est et achète tout ce que tu peux. » Tu veux que j'achète des pizzerias? Non, achète tout ce que tu peux acheter. Des pizzerias, des immeubles, tout. Selon les services secrets italiens, la mafia profite de la réunification pour s'implanter dans les nouveaux Länder, et ce depuis octobre 1990. Avec notre système, vous n'aurez quasiment rien à faire, sinon 2-3 bricoles. Ils sont en train de tout rénover. Il y aura entre 300 et 350 places assises. Ce sera un endroit très spacieux, très beau. C'est bien situé. Et le restaurant tourne bien. À Erfurt, on garde ce qu'on a. Mais Leipzig est une ville encore vierge, avec de l'avenir. Après l'ouverture de la frontière, un nouvel espace économique s'est ouvert pour la Ndrangheta. Un espace économique largement sous-développé, avec une administration publique qui ne savait rien de la mafia. En 1997, 25% des postes de la PJ du Land de Thuringe n'étaient toujours pas pourvus. Faute d'un service centralisé, le crime organisé était plus organisé que la police. Manfred Rug, le maire d'Erfurt, était ravi d'accueillir les investisseurs italiens. Depuis des années, nous assistons à la dégradation de notre ville, sans avoir les moyens de remédier à cette situation. Le programme élaboré avec le Land nous permet d'être optimistes et d'affirmer que beaucoup de bâtiments menaçant de s'écrouler seront préservés. Ça ne l'intéressait pas du tout de savoir d'où venait l'argent de ces investissements. Pour la Ndrangheta, ça a été une aubaine. Ensuite, il y a eu les subventions de l'Union européenne et de l'État allemand.
Pour les gens qui avaient un peu de capital, il était facile de capter ces aides, financées par les contribuables, et de les utiliser pour acheter des restaurants à Weimar, Erfurt et Leipzig. Tous les regards étaient tournés vers cet homme, Leoluca Orlando, maire de Palerme, en Sicile, surnommé le chasseur de mafieux. À 49 ans, ce professeur de droit est un expert de la lutte anti-gang. Il a mis en garde ses collègues maires. Palerme est devenu trop risqué. La mafia est en quête d'autres lieux dans le monde où investir son argent. Je veux dire aux Allemands qu'il est urgent de se défendre contre ce fléau. Nous sommes actuellement en présence d'une mafia qui, grâce au trafic de drogue et à l'infiltration du monde des affaires, a acquis une dimension européenne. Nous devons donc accélérer cette lutte et inciter l'Union européenne à agir plus vite. Si l'Union européenne n'accélère pas, si les pays restent isolés dans ce combat, soyez certains que les mafieux sillonneront l'Europe en avion pour investir dans vos banques et dans celles d'autres pays. Et nous, dont la volonté est de combattre la mafia, nous nous retrouverions alors exclus. Si le crime organisé s'étend davantage, il infiltrera les mairies, les partis et les entreprises du pays. Ce serait la naissance d'une mafia allemande. Le propriétaire du paradis de la pêche n'était pas inconnu de la police. Mais il n'avait jamais été condamné pénalement. Il faut remonter en 2012. À l'époque, cet homme possédait une BMW blanche de la série 7. Et cette BMW avait été contrôlée à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas. À bord, il y avait 3 ressortissants albanais. L'un de ces 3 Albanais est aujourd'hui connu. Mais dès cette époque, il avait été défini comme une cible de grande valeur par Europol. Il avait travaillé pour l'organisation Compagnia Bello, un groupe de criminels albanais. Des gens qui ont réussi à organiser un trafic de drogue à l'échelle mondiale depuis une prison en Amérique du Sud. Dans la BMW se trouvait un téléphone portable. Et dans la mémoire de ce téléphone, il y avait un nom allemand et un numéro de téléphone allemand. En principe, nous aurions dès ce moment-là pu remonter jusqu'à notre homme, le chef du paradis de la pêche. Mais on a raté le coche. Son nom n'est jamais apparu dans cette affaire. Il y avait des indices qu'il désignait, mais les enquêtes complémentaires n'ont pas été faites. La 'Ndrangheta a des accords avec d'autres groupes mafieux. En Europe, par exemple, ses liens les plus forts sont sans doute avec la mafia albanaise. L'une des préoccupations majeures de la 'Ndrangheta, c'est la surveillance des ports. Et elle a sous-traité cette mission à des groupes albanais. Ces groupes sont présents dans tous les grands ports d'Europe, entre autres dans celui de Hambourg. Aujourd'hui, la difficulté n'est pas d'acheter de la cocaïne, mais de la faire sortir des ports en toute sécurité. Par conséquent, la coopération entre les organisations calabraises et albanaises est essentielle, car elle leur permettait d'échanger leurs contacts respectifs dans les ports. Dans les ports du nord de l'Europe qui sont contrôlés par les Albanais, et dans les ports italiens où les Calabrais ont leurs entrées. Surtout produite en Colombie, la cocaïne voyage via le canal de Panama et l'Atlantique jusqu'aux ports européens d'Anvers, de Rotterdam et de Hambourg. 464 kilos de cocaïne ont été découverts dissimulés dans un broyeur de 11 tonnes. L'an passé, une saisie record de 19 tonnes a été effectuée ici, dans le port d'Anvers.
Hambourg reste malheureusement un port de repli. Avec 7 millions de conteneurs par an, les contrôles s'effectuent par sondage. On saisit de la drogue, on arrête des trafiquants, mais d'autres trouvent de nouveaux moyens de faire entrer de la drogue dans le pays. C'est un cycle sans fin. Saisie record de cocaïne en Allemagne. Plus de 35 tonnes étaient dissimulées dans des conteneurs maritimes. La valeur de revente est estimée à 2,6 milliards d'euros. La 'Ndrangheta ne contrôle pas l'intégralité du trafic de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. Mais même si elle n'en contrôlait que 70%, c'est très important en termes de prestige. Car les 30% restants se répartissent entre de nombreuses organisations. Et donc ces bénéfices sont très dilués. Les 70% de la 'Ndrangheta représentent 60 milliards de chiffre d'affaires par an. Ça correspond au chiffre d'affaires de la 4e plus grande entreprise italienne. Autrefois, la 'Ndrangheta a été tristement connue en Italie pour ses enlèvements de personnes. À la fin des années 1980, elle s'est rendue compte qu'il existait une activité qui rapportait 1000, 10 000, 100 000 fois plus que les enlèvements, à savoir le trafic de cocaïne. Au début des années 1990, les organisations de la 'Ndrangheta calabraise ont commencé à envoyer des représentants en Colombie pour entrer en contact avec les cartels producteurs. À partir du moment où ils avaient compris le fonctionnement de ce trafic, les enlèvements ont complètement cessé. Et la 'Ndrangheta a progressivement pris le leadership mondial du trafic de cocaïne. En fait, les relations avec les mafias sud-américaines avaient démarré bien plus tôt. Tout simplement parce qu'à l'époque des premiers règlements de compte, beaucoup de mafieux se sont réfugiés en Amérique du Sud, au Venezuela, en Colombie. Des enfants de 'Ndranghetites sont nés là-bas. Il y a même eu des mariages arrangés. Roberto Panunzi, par exemple, un intermédiaire de la 'Ndrangheta, est né à Rome. Il a marié l'un de ses enfants à un enfant du membre d'un autre cartel. Bogota, arrestation de Roberto Panunzi, l'un des narcotrafiquants les plus recherchés d'Europe. Roberto Panunzi avait acheté un bateau de 110 mètres de long, avec lequel il transportait entre 3000 et 5000 kilos de cocaïne par voyage. Un jour, la Cosa Nostra achète de la cocaïne. La drogue part et l'un des leurs reste là en guise de caution. Comme l'argent n'arrivait pas, les Colombiens voulaient le tuer. Mais la parole de Roberto Panunzi a suffi à les en dissuader. Il leur a dit « Ne vous inquiétez pas, ils paieront ». Il vivait près de la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Car nous, on ne peut pas entrer au Venezuela. Ils nous tueraient. Le Venezuela, pour nous, c'est zone interdite. Donc, il vivait au Venezuela et venait en Colombie pour ses affaires. C'est comme ça qu'on l'a arrêté. Au moment de son transfert pour l'Italie, je l'ai vu dans le bus qui nous conduisait à l'avion. Lui, il me voit et il me dit « Maître, comment allez-vous » Je lui dis qu'il mourra en prison. Il me fait « Non, je sortirai ». « Comment allez-vous faire » je lui dis. Et je demande « Comment vous faites seul à Bogota ?» Une fois, vous avez même été arrêté. Qui vous avez arrêté? Il me dit « L'armée colombienne ». Et comment vous avez fait? Il me dit « J'ai toujours une mallette de billets et quand on m'arrête, je donne la mallette. Si ça ne suffit pas, j'ai encore une bouée de sauvetage. » Sa bouée, c'était un diamant. Il me dit « Je donne le diamant et je file. » Et il me demande de le libérer. Je lui dis « Non, pas question. » Il répond « Si, je sortirai. J'ai tellement d'argent que je pourrais tous vous enterrer avec. »
Avant, quand une famille mafieuse envoyait un de ses membres en Argentine pour négocier un achat de drogue avec les cartels, le type restait sur place, en tant que caution. Si la famille ne payait pas, elle recevait des parties de son corps, ou alors le type disparaissait. Aujourd'hui, la Ndrangheta paie, et elle ne parle pas. Difficile de trouver un meilleur partenaire commercial. Ma famille n'a rien à voir avec la Ndrangheta. Nous sommes une famille simple, modeste et respectable. Ma famille n'a jamais éprouvé la moindre haine vis-à-vis de Paola. Franchement, je ne crois pas. Mais Paola était incompatible avec la culture ndranghέτiste. C'est une culture qui se transmet de père en fils depuis des générations. En fait, on fait les choses automatiquement, sans vraiment savoir pourquoi. Mais on sait que c'est ça qu'il faut faire. Durant la première année de vie de mon fils, je me souviens d'un va-et-vient permanent. Il y avait tout le temps plein de monde à la maison. Des oncles, des cousins, tous les proches de mon mari. C'était le défilé. Il y avait toujours des gens autour de mon fils. Moi, je n'étais personne. On ne m'a jamais demandé la permission de voir mon fils. On ne me demandait rien. J'étais juste celle qui avait accouché de cet enfant. Mais c'était eux qui l'éduqueraient, et à leur façon. Elle me disait, mais pourquoi ta famille se comporte comme ça avec moi? Je n'aime pas du tout ce comportement. Ils s'imaginent quoi, que mon fils leur appartient? Plus les années passaient, plus j'avais l'impression qu'ils n'aimaient pas ma façon d'être mère. Il me laissait entendre que je l'élevais avec trop de douceur et qu'il fallait que je sois plus dure avec lui. Quand j'ai épousé ma femme, j'ai fait l'erreur de croire que je pourrais vivre en laissant la Ndrangheta en dehors de notre vie de famille. Mais quand tu nais en tant que fils d'un membre de la Ndrangheta, c'est comme si tu étais ndranghέτiste par hérédité. Si tu es un garçon, ta voie est déjà tracée. Tu seras un homme d'honneur. Le rôle des filles, en revanche, est de garder le silence. Le conflit était inévitable. Il y a eu une opposition entre deux cultures incompatibles, celle de ma femme et celle de ma famille. Ils ont remarqué chez moi des comportements qu'ils ne pouvaient pas approuver. Ils ont compris que je prenais le parti de ma femme. Et ils ont commencé à voir ma femme comme une ennemie. Elle n'était pas compatible avec la culture de la Ndrangheta. Ma femme ne comprenait sans doute pas à quel point j'avais des remords d'avoir fondé une famille et de l'avoir entraînée dans cette situation. Il était très agité et il dormait très peu. Il était nerveux. La nuit, il faisait les 100 pas dans le couloir. Le soir, quand je rentrais, je n'avais qu'une envie, prendre un bain chaud. Elle me disait, mais pourquoi? Tu n'es pas sale. Mais je me sentais sale. Je voulais nettoyer la saleté du monde extérieur. J'avais l'avenir de mes enfants et de ma femme entre mes mains. Je ne savais pas comment me sortir de cette situation. Un soir, il m'a dit, « Il faut qu'on se parle. » Je lui ai dit, écoute, il faut que je te dise la vérité. Je ne suis pas celui que je t'ai fait croire que j'étais. Je t'ai menti. Depuis le début, disait-il. Je t'ai toujours dit que je n'étais pas impliqué dans les affaires de ma famille. Mais je fais partie intégrante de cette famille.
Après, il m'a dit qu'il ne m'en avait jamais parlé pour nous protéger, moi et nos enfants. Mais qu'il ne voulait pas que nos enfants soient élevés dans cette culture et avec cette éducation. Je ne comprenais rien. Pour moi, tout ça était inconcevable. Je lui ai dit, « Mais comment c'est possible ?» Après, il a voulu m'expliquer tout ce qu'il avait fait, exactement. Mais je lui ai dit que je ne voulais pas en entendre parler. J'avais peur qu'on me reproche de vivre avec un assassin. Il ne m'avait pas dit qu'il avait tué, mais j'y ai évidemment pensé. Mais c'est le père de mes enfants. Il s'est toujours très bien comporté envers moi, mes enfants et ma famille. Je ne pouvais absolument pas le quitter. Le paradis de la pêche était une très bonne couverture. Quand les coursiers partaient pour leur livraison et que quelqu'un demandait de leurs nouvelles, il suffisait de répondre qu'ils étaient dans le nord de l'Europe, au Danemark, en train de démarcher un nouveau fournisseur de poissons. En plus, ils pouvaient faire immatriculer les voitures en tant que voitures de société. Du coup, ça ne choquait personne que les gens se déplacent en Audi Q5 ou en Q7. Les voitures ne leur appartenaient pas, elles appartenaient à l'entreprise. Les membres du groupe s'en servaient pour leurs déplacements quotidiens. Et de temps en temps, elles étaient utilisées pour les transports illégaux. On a découvert qu'ils utilisaient aussi une Audi Q5 et qu'en plus, ils avaient acheté une Volkswagen Touareg. Et on s'est dit, mince, ils n'ont pas qu'une seule voiture. Ils en ont 2, 3. Peut-être qu'ils en ont d'autres que nous ne connaissons pas. Après, on a épluché les données des péages pour voir combien de fois l'Audi Q7 avait été en Italie. On a vu qu'elle y était allée 20 fois. Faites le calcul. 20 fois 60 kilos. Et ça n'est que pour l'Italie. On savait que les voitures allaient également en Suède. Ils allaient en Espagne, en Norvège, au Danemark, en Italie. Ils acheminaient de la drogue dans tous ces pays. Nous avons découvert tout un univers. Et peu à peu, nous avons commencé à comprendre leur mode opératoire. Et une fois que nous avions compris comment ils s'y prenaient, nous avons décidé de faire une première saisie. Le but d'une enquête est de trouver des preuves pour faire condamner un coupable. Et ça prend du temps. On s'est dit que le moment était venu d'accélérer les choses. Alors on a décidé d'alerter les autorités italiennes pour leur demander de s'intéresser à cette voiture. Le coronavirus, qui se propage rapidement, vient d'être signalé en Allemagne. Un mystérieux virus d'origine animale. Des infections ont été répertoriées dans au moins 51 pays en dehors de la Chine. On recense désormais près de 691 000 contaminations. Et les chiffres grimpent en Allemagne. Restez chez vous. L'Allemagne renforce les conditions d'accès au territoire. La libre circulation. L'arrivée de la Covid a totalement paralysé les activités du crime organisé et nous a donc contraints, nous aussi, à suspendre nos recherches. Si un groupe de narcotrafiquants travaille à l'international et que le trafic frontalier est limité par la Covid, il n'y a plus de trafic de stupéfiants. Pour moi, il était clair que nous étions à un tournant et que l'opération Eureka pouvait échouer parce qu'on ne savait pas combien de temps ça durerait. La question était, est-ce que ce projet peut encore aboutir ?